c'est trop risqué pour moi. Dans cette vidéo, je vais te partager l'échange que j'ai eu avec un ami il y a quelques jours par visioconférence. Ça s'appelle une fois par semaine. Et on faisait un peu un échange sur nos différents investissements. Et il me disait, Jérôme, ce que tu es en train de faire là avec le crowdfunding, c'est trop risqué pour moi. Et dans cette vidéo, je voudrais te partager ce que j'ai commencé à lui expliquer et ce qui pourra te servir si à un moment, tu dois prendre des risques dans ta vie. Honnêtement, vivre, c'est prendre un risque. Tu vas nager, tu prends le risque d'être piqué par un requin. Tu traverses la rue, tu peux être. Voilà, enfin, je veux dire, la vie, c'est le risque. Et en fait, ce que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est un truc que j'ai appris dans une précédente carrière, lorsque je travaillais chez Eurocopter, ce qui s'appelle aujourd'hui Airbus Hélicoptère. Et je voudrais vraiment te partager, moi, ce qui m'a vraiment changé la vie, c'est comment j'analyse le risque et comment je prends des décisions plus ou moins risquées. Et, et- parce qu'en fait, c'est quoi, franchement, je sais pas si c'est le monde occidental, mais on est tout le temps en train d'éviter la prise de risque. Regarde, là, je suis sur la plage de Lamai Beach. Je vais essayer de bien gérer la caméra cette fois-ci. Là, c'est quand même sympa là où je suis. Bon, et il y en a qui me disent, ah mais Jérôme, tu comprends, ça me sort trop de ma zone de confort d'aller dans ce genre d'environnement. C'est juste, c'est juste le paradis ici. Enfin, je veux dire, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est. Attends, je remets la caméra comme il faut. Je sais pas si c'est l'école qui nous a appris, tu vois, dès qu'on avait une faute, moi je parle de la France, on était sanctionnés. Euh, on nous préparait à être un bon salarié. Un salarié ne prend pas de risques. C'est le patron, c'est le chef d'entreprise, c'est l'investisseur qui prend des risques. Lui, il sait prendre des risques, mais pourquoi est-ce qu'on ne nous l'apprend pas ça à l'école ou dans les médias et finalement, on se retrouve dans la vie professionnelle avec quelque chose qui nous manque. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais est-ce que tu trouves que on est à l'aise avec le risque? De manière générale, hein, je ne dis pas toi individuellement, mais toi individuellement, d'ailleurs, partage-le. À la fin, je te poserai des questions, justement, on est là pour échanger et on pourra s'entraider. Mais il y a un problème dans le monde occidental, quand tu regardes les Américains avec l'hygiénisme. En Europe, on est devenu comme ça. C'est-à-dire que dès que tu pars à l'étranger, tu prends une tourista. On est tellement protégé que dès qu'on prend un petit risque, pof, on tombe malade. Et ouais, donc on se dit, attends, Jérôme, bah ouais, mais t'as vu, la Jérôme, c'est la preuve. Faut pas prendre de risques dans la vie. Tu vas voir, tu vas voir. Parce que si on prend pas de risques, alors après, en général, ceux qui me suivent sur cette chaîne, c'est plutôt des investisseurs, des entrepreneurs. Euh, et si on ne prend pas de risques, comment on va réaliser ses rêves? Si à un moment, nos rêves, ils sont d'avoir une vie riche, d'avoir une vie comme ça sur une plage en Thaïlande, il faut à un moment prendre le risque de changer de pays, il faut prendre le risque de voir un peu, faire des actions, il faut se challenger, il faut changer de résidence fiscale, il faut monter un business, si possible en ligne pour avoir une indépendance géographique. Enfin bref, tout ça, si on ne prend pas de risque à un moment, eh bien, on ne bouge pas. Le risque, c'est le mouvement. Et quand tu bouges, tu risques de tomber. Si tu fais du vélo, moi mes deux dents de devant, je les ai pétées quand j'avais, je sais plus, 14 ou 15 ans. En faisant du vélo, j'ai sauté une bosse, la roue avant est partie. J'ai pris un risque. Est-ce que je suis mort? Non. Est-ce que c'était à tout jamais foutu ma vie? Non. J'ai dedans, de fausses dents devant. Voilà, bon c'est tout. C'est tout. Et justement, je vais t'en parler. Là, je te prends des exemples de la vie quotidienne, mais voilà. D'où vient la stratégie que j'utilise? Et ce serait intéressant d'ailleurs de discuter avec toi à la fin de toi, si tu analyses ton risque, quelle est la stratégie que tu utilises? Quelle est la technique que tu utilises? Je te partage juste aujourd'hui, pour ceux qui n'ont pas de technique, une technique possible que j'ai appris chez Airbus Hélicoptère. Alors, je vais te dire une chose. Airbus Hélicoptère, pardon 2 secondes, parce que moi je parle, j'ai soif. Airbus Hélicoptère, c'est le risque zéro, on est d'accord. Tu ne vas pas prendre le risque dans la conception d'un hélicoptère. Moi, je travaillais sur les équipements d'éclairage, certains panneaux de contrôle, ce qui était vraiment sur la planche de bord du pilote et du copilote. OK. Et on s'est rendu compte de quoi? C'est que décennie après décennie, les ingénieurs, ceinture bretelle, airbag, ils nous avaient mis plein de sursécurité pour avoir le moins de risques, ce qui fait que, à un moment, on le payait très cher, ça pesait du poids, et le poids, c'est l'ennemi quand tu es dans l'aéronautique. Donc, à un moment, c'est comment est-ce que je gère mon risque
mais tout en n'allant pas trop loin, au point que ça me coûte trop cher, donc du coup, je suis mal placé par rapport aux concurrents. Et puis du coup, j'ai un surpoids, donc du coup, le client qui achète, lui, ce qu'il veut, c'est une capacité d'emport, que ce soit en nombre de personnes ou en fret. Et donc, chaque gramme, chaque kilo qui est consacré bêtement à une sursécurité, eh ben, c'est une caractéristique technique négative par rapport au client qui, à un moment, doit choisir d'acheter nos hélicoptères. Quand je travaillais pour Airbus Hélicoptère. Donc, ils avaient développé, ils nous mettaient à disposition, nous, les acheteurs, j'étais acheteur, donc on faisait des appels d'or et l'appel d'offres, et l'analyse de risque, c'était super important. C'était un point important. Analyse de risque par rapport aux fournisseurs, analyse de risque par rapport à la technique, analyse de risque par rapport à la sécurisation du prix. Alors, je vais te partager ça aujourd'hui, ce que moi j'ai appris et ce que du coup j'en ai tiré par rapport à mes différents projets que je mène depuis maintenant une dizaine d'années que je suis parti de chez Airbus Hélicoptère. Alors, imaginons qu'aujourd'hui, alors on va prendre un exemple qui est concret là par rapport au crowdfunding. Donc, voilà, je veux investir dans un projet sur une plateforme et voilà, avec l'objectif d'avoir 10-15% par an avec un paiement tous les mois. Très bien, ok, très bien. Mais c'est une plateforme qui se trouve en Lituanie. Ce sont des projets qui, pour certains, n'ont pas vraiment de garantie. En dessous de 15 000 euros, par exemple, sur cette plateforme qui s'appelle Heavy Finance, tout ce qui est en dessous de 15 000 euros, c'est une caution solidaire de l'emprunteur. Après, ce sont des biens, c'est dans l'agriculture, donc par exemple des tracteurs ou on appelle ça des terrains qui sont voilà, il y a une caution, il y a un acte qui fait que si l'emprunteur n'arrive pas à rembourser, bon, la plateforme, bon. Mais il y a des risques de partout, des risques de non-remboursement, des risques sur la plateforme, etc. Et Jean-François me dit, mais Jérôme, moi, je ne me sentirais pas à l'aise d'investir en Lituanie, d'investir sur des projets comme ça. Ok, ouais, ça monte des fois jusqu'à 25%, mais si ça monte jusqu'à 25%, c'est qu'il doit y avoir un gros risque. Et oui, oui, si on monte à 25%, il y a un gros risque. Mais on est à 25%. Donc comment faire pour pouvoir saisir ces opportunités-là et adresser son risque? Alors c'est peut-être un anglophone. Adresser, c'est traiter son risque. On va lister les risques. Donc par exemple, risque la plateforme. Est-ce que la plateforme est pérenne? Risque sur l'emprunteur. On va prendre deux exemples. Ensuite, pour chaque risque que j'adresse, que je liste, donc tu peux le faire sur 15, 20, 100 risques que tu as sur un projet précis. Première analyse, c'est quelle est la probabilité que ce risque se réalise? Ah oui. Est-ce que cette plateforme risque de sauter? Ok, très bien. Quelle est historiquement sur les plateformes de crowdfunding des plateformes qui ont disparu? Ou en tout cas qui ont fermé? Juste fermé. Je ne parle pas des gens qui sont partis avec l'argent. Parce que moi, quand j'investis sur le crowdfunding, par rapport à comment adresser mon risque sur la plateforme, je me suis fait une base de données, je regarde si cette entreprise a eu une certification, elle est régulée au niveau des administrations de leur pays, au niveau de l'Europe. Déjà, c'est un bon garde-fou. Donc, quelle est la probabilité que ce risque se réalise par rapport éventuellement donc aussi à un investissement particulier, genre je prête de l'argent à un agriculteur. Ok, quelle est la probabilité? Donc je vais regarder dans l'historique. Par exemple, c'est une des possibilités. Ensuite, c'est quel est l'impact si ce risque se réalise? Qu'est-ce qui va se passer si ça se réalise? Si je mets 100% sur une plateforme, sur un projet, et si du coup l'emprunteur n'arrive pas à rembourser, impact 100% de mon patrimoine. Donc du coup, est-ce que c'est une bonne idée? Bon, on va en parler juste après. C'est ça, c'est quel est l'impact? Quel impact ce risque se réalise? Ensuite, troisième colonne, je crois, c'est quelle solution je peux mettre en place si ce risque se réalise? Et quelle est la solution que je peux mettre en place avant que ce risque se réalise? Étape, enfin, colonne supplémentaire, c'est quel est le coût de cette solution? Je te prends un exemple. Il y a plein de plateformes de crowdfunding. Est-ce que je vais investir 100% de mon patrimoine sur une plateforme? Ah non, là on vient de voir que si elle disparaît, peut-être qu'il y a 5% de chance.
Voilà, je mets 100 000 euros, 5% de chance. Ouais, ok, c'est que 5%, mais l'impact, ça peut être 100 000 euros. Ok, très bien. Donc si j'investis sur 10 plateformes différentes, eh ben là, je ne perds plus que 10 000 euros, mais sachant qu'il y a 5% que ça se réalise, donc en fait, c'est un risque qui est à 10 000 fois 5%. Le calcul de tête, ça doit être un risque à 500 euros. Mon risque, là, je prends un risque de 500 euros. Et après, c'est qu'est-ce que je peux faire s'il se réalise? Eh ben, est-ce qu'éventuellement, je peux faire une action en justice? Et quel est le coût de cette action en justice? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter que ce risque se réalise? Eh ben, déjà, c'est bien me renseigner sur la plateforme, c'est de dispatcher sur le plus de plateformes possible. Et puis enfin, quel est le coût de cette solution? Ben, c'est juste qu'il va falloir que je prenne plus de temps au début pour valider 9 autres plateformes plutôt que d'en valider qu'une. Donc ça va me prendre du temps. Mon coût, c'est un coût horaire, mais c'est un coût en temps, mais ça peut être un coût passer par un avocat, pas faire une analyse. Enfin, tu vois, c'est quel est le coût. Et à la fin, tu as toute cette analyse de risque et tu as un tableau. Et à partir de ce tableau, tu prends ton risque. Tu te dis, ouais, finalement, il y a peu de chances qu'il se réalise. Ah, je ne prends pas l'exemple où il y a 100% qui disparaît, mais sur un risque que tu analyses, tu dis, il n'y a pas vraiment de coût. Je peux trouver une solution facilement qui ne me coûtera pas très cher. Donc ça, je suis OK pour prendre ce risque-là. Par exemple, sur combien de projets j'investis? Moi, je pars en tête que je veux investir sur 100 projets différents. Je veux prêter de l'argent à 100 emprunteurs. Pourquoi? Parce que, j'ai regardé que sur les différentes plateformes sur lesquelles j'investis, il n'y a pas eu de défaut. Il y a des statistiques sur les plateformes. Alors, le passé ne présume pas de l'avenir, mais déjà, c'est un bon indicateur. Vaut mieux que j'aille investir sur des plateformes où il n'y a pas eu de défaut que sur des plateformes où il y a eu des défauts. Ça veut dire que la plateforme fait mieux son job. Et puis, ensuite, si à un moment, il y a un emprunteur finalement qui fait un défaut, eh ben, ça fait un défaut sur 1% de mon patrimoine. Donc, si je mets 100 000 euros, ça me fait 1 000 euros par projet. Si j'ai 15% de rentabilité en moyenne, quel est l'impact sur ma rentabilité annuelle parce qu'il y en a un qui disparaît? Si tu es à 15% par an sur 100 000 euros, ça veut dire que tu récupères 15 000 euros. On est d'accord? 15% sur 100 000. S'il y a un projet qui tombe, tu ne vas pas récupérer 15 000, mais du coup, tu vas récupérer 15 000, pratiquement 15 000 sur un patrimoine qui n'est plus de 100 000, mais de 99 000. Donc en fait, tu as une perte de 1 000 sur le patrimoine, mais tes intérêts sont pratiquement à 15 000. Donc on va dire que l'année N, où il y a eu ce problème-là, 1 000 euros de tes intérêts vont financer la baisse de ton patrimoine. Donc tu passes de 15 000 à 14 000 de gains. Donc tu passes de 15 à 14%. C'est ça le risque si j'investis sur 100 projets différents. Alors, moi ce que je te propose, si tu es toujours là, c'est que ça t'a intéressé. Je pense que il faut en discuter. C'est toi, quelle est la technique que tu utilises pour analyser ton risque? Ça m'intéresse et puis ça intéressera certainement les autres personnes, pas que moi d'ailleurs, mais ceux qui mettront des commentaires et qui les liront. Et puis, ouais, dans le crowdfunding, là en particulier, c'est voilà, comment est-ce que tu adresses ce problème de plateforme, parce que les exemples que je te prenais en fait, ça m'intéressera aussi de voir, de m'inspirer par rapport à si tu as une façon de voir les choses qui est différente de la mienne, ça m'intéressera beaucoup. Voilà, écoute, c'est ce que je voulais te partager de la plage de Lamai Beach à Koh Samui, et puis pense à t'abonner pour voir les prochains contenus de ce type. Salut!